Bonjour, je vais préparer une vidéo qui porte essentiellement sur la modélisation et le dimensionnement d'une panne métallique qui constitue un élément de la toiture pour une charpente métallique, d'une façon générale pour un bâtiment à usage industriel avec une toiture avec deux versants inclinés et symétriques. Je vais vous montrer avec une méthode simple sur le logiciel robot la modélisation d'une panne intermédiaire, puisque c'est la panne la plus sollicitée, et pour un bâtiment avec des liens qui représentent des éléments de renforcement pour les pannes, pour minimiser le risque de déversement de la panne, et aussi pour annuler la déformée de la panne par rapport à l'axe Y du profil. Donc, j'ai besoin ici de parler toujours de la RDM comme étant la base de dimensionnement des différents éléments d'une construction métallique. Donc ici, on doit comprendre que la panne, dans le cas où notre bâtiment est constitué par l'ensemble des pannes avec des liens, dans ce cas-là, donc c'est appuyé sur des versants inclinés. Dans ce cas-là, vous avez une poutre soumise à la fiction des fils. Donc, ce tableau-là représente les différentes combinaisons de charges pour le cas d'un bâtiment sollicité par les charges permanentes, l'entretien et l'action du vent. Et d'après les valeurs qui sont sur le tableau, c'est juste un exemple. Ici, la première combinaison, c'est le calcul du vent. Donc, pour le dimensionnement à l'état de on doit travailler avec la combinaison la plus défavorable, donc ou bien la première ou bien la deuxième combinaison. Donc, du point de vue maintenant RDM, c'est une poutre soumise à la section Y. Pour la section par rapport à Y, c'est une poutre simplement appuyée sur les deux traverses. Et pour la section par rapport à Z, c'est une poutre avec deux travées identiques. Et l'appui intermédiaire, c'est finalement l'alliage. Et le rôle de l'alliage, dans ce cas-là, c'est pour bloquer le déplacement par rapport à l'axe Y. Donc, je vais essayer de modéliser ça d'abord sur robot et je passe par la suite vers la deuxième étape, c'est le chargement et après le dimensionnement. Donc, je peux travailler dans l'étude d'un portique spatial, puisque comme je vous ai dit, il y a besoin d'une modélisation spatiale. Donc, je vais prendre le cas d'une ferme métallique avec des portiques de stabilité espacées de 6 mètres. Donc, je vais commencer comme d'habitude par une ligne de construction et X c'est la portée de la poutre. Donc, ici, je vais créer deux axes distants de 6 mètres par rapport à Z. Un seul axe, c'est niveau 0, et la même chose par rapport à Z. Maintenant, je vais tracer une vanne et je vais considérer un IPE 120 pour profil. Sinon, vous pouvez télécharger ici une nouvelle section pour n'importe quelle vanne. Et je vais cliquer sur Origine, je prends une intersection entre les lignes de construction. Comme je vous ai dit ici, dans le mode d'accrochage, on considère l'intersection entre les lignes de construction, donc il n'y a pas besoin de créer des noms. Donc, voici notre poutre. Je peux afficher le profil ici. Et il s'agit bien d'une poutre dont le profil c'est un IPE de longueur 6 mètres, c'est la portée de la poutre, bien de la panne. La panne, elle est appuyée sur deux traverses pour le cas d'un portique privé, ou bien sur deux membres supérieurs pour le cas d'un bâtiment avec des portiques intermédiaires. Et je vais créer les deux appuis, les deux articulations traverse 1, traverse 2. Et j'ai dit que pour notre cas, la panne est traversée par une lière ou bien renforcée par une lière. Et le rôle de la lière, c'est de bloquer le déplacement par rapport à l'axe Y et aussi la rotation par rapport à l'axe. Et bien sûr, la position de la lière, c'est au milieu.
Je vais diviser la base de 2. Et finalement, je vais créer un troisième lien. Et je vais ajouter un autre appui qui joue le rôle de la liaison ici. Je vais télécharger un nouveau appui et je vais nommer ça liaison. Pour l'appui considéré, elle bloque uniquement le déplacement par rapport à Y et aussi la rotation par rapport à X. Et je vais ajouter, appliquer cet appui-là ici. Et tout, c'est la liaison. Donc regardez, c'est un nouveau appui. Son rôle, c'est pour bloquer le déplacement par rapport à Y et aussi de bloquer la rotation par rapport à X. Donc, maintenant, on a une poutre de longueur 6 mètres, simplement appuyée des deux côtés, ainsi que avec un appui qui bloque le déplacement par rapport à Y, et comme si j'ai une panne intermédiaire d'une charpente métallique renforcée par une liane. Donc, pour le chargement, ce tableau-là représente le charge par mètre carré. Bien sûr, la nappe, pour la première condition à 35 G, c'est un statut. G, c'est le poids propre de la couverture, plus le poids propre de la panne, estimé à 6,1 kg par mètre carré. Le Q, c'est la charge d'entretien. WN, c'est le vent, l'action du vent, pour les pannes, pour le cas où la pression est énorme. Donc, tout un travail a été déjà réalisé pour préparer ce tableau. Mais on est en train de modéliser une barre. Dans ce cas-là, je vais appliquer une charge des parties. La charge des parties égale quoi? Égale les charges dans ce tableau-là multipliées par l'espacement entre les barres. Donc ici, je vais prendre un petit exemple pour vous montrer les différentes démarches pour la modélisation. Mais vous préparez d'abord ce tableau-là. L'unité des charges, c'est par mètre carré, multiplié par l'espacement pour avoir les charges appliquées sur les pattes. Et comme je vous ai dit, puisqu'il s'agit bien d'une poutre appuyée sur un plan incliné, dans ce cas-là, vous avez deux composantes pour la charge, QY et QZ. QY, elle va engendrer un moment par rapport à Z, et QZ, elle va engendrer un moment par rapport à Z. Dans ce cas-là, c'est une poutre qui est soumise à la flexion dV. Du point de vue de sollicitation, vous avez ici le diagramme des forces tranchants et moments propulsants pour la flexion par rapport à Y et pour la flexion par rapport à Z. Poutre simplement appuyée pour la flexion par rapport à Z, la poulie gauche et droite sont les traverses. C'est la même poutre, mais pour la flexion par rapport à Z, on va considérer une poutre à deux travées et la poulie intermédiaire, c'est la liane. Je reviens ici, je vais vérifier d'abord les unités de force et je vais changer l'unité de force en unité de force. Et bien sûr, pour les normes de construction, c'est selon le code norme française 1993-1, c'est pour les charpentes, c'est pour les bâtiments en charpente métallique, pour les bâtiments métalliques. Ok, donc je vais commencer d'écrire une charge, puisque là, ici, je vais prendre par exemple ici ce tableau-là. Donc j'ai une charge par rapport à Y et à la fois une charge par rapport à Y. Je vais créer une nouvelle charge qui s'appelle Q, le dimensionnement effectué à l'état multiple. Donc je vais nommer ça Q état limite de Q. Et je vais définir la charge. Il s'agit bien d'une charge sur une barre répartie uniforme sur toute la longueur de la poutre. Je vais prendre pour Y, par exemple, moins 6, qui charge par mètre linéaire, et
moins 200 pour la charge par rapport à Z. Comment j'obtiens ces deux valeurs-là, de la charge par rapport à Y et de la charge par rapport à Z, sont les valeurs dans le tableau de combinaison par mètre carré multipliées par l'espacement entre les pannes. Et normalement, à cette étape-là, tout le travail a été réalisé pour déterminer l'espacement entre les pannes et pour générer, en se basant sur les conditions de la flèche de service, on va déterminer l'espacement final entre les pannes, le profilé pour les pannes, et directement, je peux déterminer les valeurs les plus défavorables pour les charges appliquées sur les pannes par mètre linéaire. Et je vais appliquer cette force-là. Pour afficher le symbole et l'intensité des forces, ici, il y a attribut dans charge. Vous pouvez ici activer valeur et symbole de. Il faut faire attention parce que dans le calcul qu'on a effectué, dans ce tableau-là, on a estimé le poids propre de la panne pour le G à 6 kN par mètre carré. Donc, dans Robot, lorsque j'ai généré la charge, elle va considérer le poids propre de l'élément modélisé. C'est-à-dire qu'elle va considérer le poids propre de la panne qui est un IPE 180. Pour supprimer le poids propre, pour ne pas tenir compte du poids propre deux fois, je vais aller à chargement, tableau de chargement. Et je vais supprimer le poids propre généré par Robot. Je vais garder uniquement les charges de plastique à comme ça. Je vais lancer le calcul pour vérifier la stabilité de l'élément. J'ai aucun problème. Stable. Et je peux exploiter les résultats maintenant. Qu'est-ce que je vais afficher? Je vais comparer les résultats par rapport à ces diagrammes-là. Donc, je vais commencer par l'affection par rapport à Y. Je dois avoir cette algorithme. Donc, le résultat du diagramme base, MY, et voici une poutre isostatique avec un diagramme parabolique. Et je peux afficher l'intensité dans le paramètre de subscription et je peux afficher la valeur de moment. Ici, c'est en kilonewton par mètre. De la même façon, je vais afficher le FZ pour les forces tranchantes et c'est le même diagramme indiqué. Pour vérifier le deuxième diagramme, le deuxième allure, je vais afficher la friction par rapport à ça. Vous avez ici une poutre à dégrader pour la friction par rapport à ça. La même allure, ainsi que les forces tranchantes. Et vous pouvez ici effectuer un calcul RBM et vous allez avoir les mêmes résultats. Donc, je passe directement maintenant au dimensionnement de cet élément-là. Je vais aller toujours à dimensionnement de R. La partie la plus importante, c'est le travail dans cette partie-là. C'est pour, bien sûr, c'est pour régler ou pour identifier les paramètres pour le dimensionnement des éléments considérés. Et bien sûr, là, il faut comprendre. Et je répète toujours que ça dépend de type de sollicitation pour voir quelles sont les vérifications à effectuer. Dans notre cas, il s'agit bien d'une poutre soumise à la flexion. Dans ce cas-là, on doit vérifier la distance de la section transversale et la stabilité de la poutre vis-à-vis du déversement. Donc, le risque de flambement n'existe pas dans ce cas-là parce que c'est une poutre qui est soumise à la flexion déviée. Dans cette vidéo-là, je vais rester uniquement dans les vérifications nécessaires pour vérifier, ou les conditions nécessaires pour vérifier la résistance de la section transversale de cette poutre-là. Et dans la prochaine vidéo, je vais continuer avec le déversement et je vais expliquer et je vais détailler quand et comment je dois vérifier la stabilité de cette poutre ou bien d'une façon générale
un nouveau type et je vais nommer ça span. Pas de liste de flambement, pas de liste de flambement. Et pour la flèche, bien sûr, à l'état limite, je dois vérifier uniquement par rapport à l'autre, avec la présence de la ligne, la flèche par rapport à l'égalité de 0, donc uniquement, je dois vérifier que la flèche par rapport à la tête ne dépasse pas le LC200, le LC200 et le LC200 égale à 3 cm. Pour l'allure des diagrammes, par rapport à Y, vous avez un diagramme parabolique, par rapport à Z, vous avez un diagramme non uniforme. Et je vais enregistrer ça. Et je vais appliquer ce paramètre-là pour cette phase. Donc, avant de commencer les vérifications robot, je reviens ici et je vais analyser, ou bien je vais vous montrer quelles sont les vérifications nécessaires en se basant sur les diagrammes du formateur. Vous avez ici sur appui deux moments égaux à 0, un Y et un Z, et vous avez uniquement les fautes tranchants. Donc on doit vérifier ça sur appui. On doit vérifier que les fautes tranchants ne dépassent pas les fautes tranchants classiques et les fautes tranchants par rapport à Y ne dépassent pas les fautes tranchants classiques par rapport à Y. Pourquoi P? Parce que les IPE soumis à l'application sont toujours de classe. Et à mitraver, vous avez un faute tranchant égal à 0, MY différent de 0, et vous avez MZ différent de 0, et VZ différent de 0. Donc, c'est une section soumise à M plus V. Dans ce cas-là, il faut vérifier est-ce que les fautes tranchants est négligeable ou non. Si elle est négligeable, vous devez vérifier cette relation-là pour vérifier finalement la résistance de la section transversale, bien pour la section transversale au milieu de la poutre diamétrale. Donc, pourquoi les deux moments? Parce que c'est une poutre semi-appliquée liée. Normalement, dans le cours, vous avez alpha, bêta, alpha égale à 2 et bêta égale à 1 pour le cas d'un portugais en I ou bien en H. Pourquoi MPY et MPZ? Parce qu'il s'agit bien d'une section de classe I. Et le moment en résistance, c'est le moment plastique. Et l'expression du moment plastique, ça existe dans le code 3 ou bien dans les cours de construction de tête. Donc, je dois vérifier maintenant. Normalement, le robot va afficher le même prix. Je reviens ici et je vais dimensionner l'élément à l'égal multitude par rapport à la charge cliée. Et je vais lancer le code. Pour la pièce numéro 1, qui est uniquement numéro 1. Okay. Si je vais afficher ici la note de calcul, regardez, MY sur MB. Donc regardez ici, elle va vérifier la relation MY sur MB carré plus MZ sur MBZ de la 1. Donc si vous avez effectué un calcul manuel pour la vérification de la section transversale de la panne, vous devez comparer les résultats par rapport à cette valeur-là. Donc notre panne ici, elle est stable, et il vérifie la condition, elle vérifie toute la condition de résistance à l'état limite pour la section transversale, et donc la valeur de toute cette quantité-là égale 0,42. Donc, si vous allez effectuer un calcul manuel, vous devez avoir la même valeur. Donc, il affiche ici les moments, les sollicitations, et ainsi que les moments et les fautes tranchants résistants. Vous pouvez comparer avec le calcul manuel, ainsi que le contrôle de la section via la vérification de la section transversale. Donc, l'objectif de cette vidéo-là, c'est de vous montrer la démarche pour le dimensionnement, mais comme je vous ai dit, vous pouvez, pour bien apprendre ça, vous pouvez appliquer un exemple, bien chercher un exemple, appliquer toutes ces vérifications-là manuellement et comparer les résultats obtenus par le logiciel robot. Et dans une deuxième étape, je vais vous montrer, à part la vérification de la résistance transversale, on doit aussi vérifier la stabilité de l'élément vis-à-vis du pilar. Je vous remercie.
Bonjour, je reviens dans cette petite vidéo sur le dimensionnement et l'étude des éléments de la toiture, essentiellement le dimensionnement des pannes. Et donc je vous ai montré dans une ancienne vidéo la méthode ou bien les démarches sur robot pour vérifier la condition de résistance de la panne qui est considérée comme étant un élément soumis à la flexion des fils. Donc le panne, c'est un élément qui est appuyé sur une traverse inclinée et donc elle est soumise à la fois à une charge QY et QZ. Et vous avez dans les différents cours la méthode pour déterminer ces charges. Donc c'est un élément qui est soumis à la flexion du biais. Et je vous ai montré d'autres fois la modélisation et la vérification sur robot de cette partie-là. Comme je vous ai dit, pour différents éléments, deux étapes nécessaires à réaliser pour le dimensionnement à l'état limite du cube, et bien les vérifications à l'état limite du cube et les vérifications à l'état limite service. Pour l'état limite service, la condition de rigidité, pour une poutre, on va vérifier la flèche. Restons toujours dans la partie, dans les vérifications nécessaires à l'état limite du cube. On a commencé l'autre fois et je vous ai montré le dimensionnement ou bien la vérification de la résistance de la section transversale de la panne, ainsi que les différentes vérifications sur appui, puisque sur appui j'ai une poutre qui est soumise, j'ai une section qui est soumise uniquement à un port tranchant V, Y et Z. Dans ce cas-là, je dois vérifier la condition sur les ports tranchants. À l'ITRAV, j'ai une poutre soumise à la fois à un port tranchant VY, un moment fléchissant MY et un moment fléchissant MZ. Donc dans ce cas-là, c'est une poutre qui est soumise à la flexion déviée plus un effort tranchant. On doit vérifier cette relation. Et bien sûr, cette relation-là, c'est pour le cas d'un profilé en IPE ou bien en HEA. Si je reviens sur robot, on a créé un fichier pour le panne. Dans ce cas-là, on a désactivé la vérification vis-à-vis du flanquement parce que c'est une poutre qui est soumise à la flexion et on a enregistré ce fichier-là et on a appliqué ça pour la panne considérée. Si je lance le calcul, juste pour la vérification de la stabilité de la structure, et n'oubliez pas qu'on a généré 4 charges. QY à l'état limite du cube, QY à l'état limite de service, QZ à l'état limite du cube et QZ à l'état limite de service. On a 4 charges. Comment on a calculé ça? Vous pouvez voir les différents PFE ou bien les différents cours de conception métallique sur la projection pour les différentes combinaisons de charges. Bien sûr, pour les pannes, on va considérer essentiellement deux combinaisons à l'état limite du cube, une combinaison descendante et une combinaison pour les charges ascendantes. Donc, maintenant, vous pouvez regarder ici l'expression de QY et QZ. Donc, après la détermination de ces charges-là, on va créer les charges QY à l'état limite du cube, le QZ à l'état limite du cube, on va l'appliquer ça sur la panne. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'on a l'appui intermédiaire qui représente quoi? Qui représente les liens. Parce qu'on considère un projet avec des pannes, avec l'IR, c'est pour stabiliser les pannes vis-à-vis du diversel. Donc si je vais lancer les vérifications à l'état limite du cube, bien sûr, ici on a créé la combinaison à l'état limite du cube et la combinaison à l'état limite du cube. La combinaison à l'état limite du cube, les deux charges à la fois, QY et QZ, pour la combinaison la plus défavorable à l'état limite du cube. Et dans notre cas, c'est la deuxième combinaison qui est la plus défavorable. Donc c'est flexion vers le haut. La combinaison qui contient le vent, c'est la combinaison la plus défavorable. On a calculé QY, QZ, on a appliqué ça dans le robot et on a généré une combinaison manuelle pour rassembler les deux charges à la fois. Donc si je lance le calcul, je vais lancer le calcul par rapport à la combinaison 5. Et dans ce cas-là, je vais vérifier uniquement la résistance de la section transversale. Un IPE 140 largement suffisant. Et voici la condition 1 qui a été déjà vérifiée.
et c'est déjà la relation indiquée ici. Donc, jusqu'à maintenant, vous pouvez effectuer un calcul manuel et vous pouvez vérifier le calcul manuel, vous devez avoir le même résultat que robot. Mais l'objectif principal de cette vidéo-là, c'est pas ça. Je vous ai montré ça l'autre fois, mais je vais ajouter une autre vérification à l'état minuscule parce que, comme je vous ai dit, l'inconvénient majeur de construire en acier, c'est la sensibilité de ces éléments-là, ou bien des poteries métalliques, vous savez, les instabilités élastiques telles que le flambement et le déversement. Et pour le cas des poutres soumises à la friction, on doit vérifier le déversement. Pourquoi je vais vérifier le déversement pour le pad? Parce que j'ai dit que la combinaison la plus défavorable, c'est la combinaison numéro 2, G plus 1,8 WR. Donc il s'agit bien de la flexion vers le haut. La flexion vers le haut, c'est-à-dire la semelle inférieure de IPE 140, elle est comprimée. La partie inférieure de la semelle inférieure, ou bien, puisque c'est une section symétrique, donc le fibre neutre se trouve en H sur 2, c'est-à-dire il passe par G, et dans ce cas-là, vous avez la moitié inférieure de la poutre soumise à la compression, et dans ce cas-là, le risque de déversement existe et on doit vérifier le déversement. Imaginez que la première combinaison, c'est elle qui est la plus défavorable. Dans ce cas-là, vous avez la semelle inférieure libre déjà tendue, et dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de vérifier la résistance de la poutre vis-à-vis le déversement. Dans notre cas, on doit vérifier la résistance ou bien la condition de résistance pour le cas d'une poutre soumise à la flexion et pour le déversement. Mais d'abord, par rapport à quelle charge, j'ai dit que dans notre cas, on a ajouté ici une lière. Et la lière, c'est pour stabiliser le pas. Dans ce cas-là, le déversement il est engendré uniquement par le moment MY. Et donc, je vais considérer uniquement ici le QZ à l'état minuscule comme étant une charge pour notre poutre parce que le pas est stabilisé par des lières et dans ce cas-là, uniquement le MZ qui doit être considéré. Pour tenir compte, pour que Robot vérifie cette poutre-là vis-à-vis le déversement, je reviens ici à l'ancienne fiche et je vais activer ici la vérification vis-à-vis du déversement. Deux paramètres à modifier. La première, c'est le niveau de chargement. On sait que la couverture, elle est appuyée sur la semelle supérieure de la panne. Donc le niveau de chargement, c'est le niveau supérieur de la semelle supérieure. Et vous avez ici un coefficient de déversement. Et j'ai dit que on doit tenir compte ici de KZ, le flambement par rapport à Z de la poutre. Mais vous avez un appui intermédiaire, c'est la lière. Donc la panne, elle va flamber par rapport à Z sur la moitié de sa longueur. Je vais mettre ici le 0,5. Enregistré, et automatiquement elle sera affectée à cette poutre-là. Du point de vue vérification vis-à-vis du déversement, j'ai dit que je vais vérifier le déversement uniquement par rapport à QZ qui va engendrer un moment par rapport à Y. Parce que le panne, elle est stabilisée par des liens selon Y. Et donc, MZ n'a aucun effet sur cette panne-là. Donc, je vais regarder uniquement MY. La charge, elle est appliquée sur la semelle supérieure et la longueur de flambement égale à 0,5 par rapport à Z à cause de la présence des liens. Et je lance le calcul. Dans ce cas-là, il va vérifier ici le déversement. Cette fois-ci, il faut regarder cette partie. MY sur MDR, D égale à 0,88. MY, c'est le moment fléchissant dans la poutre engendrée par QZ. Et le MDRD, c'est le moment de résistance vis-à-vis le déversement de cette poutre-là qui dépend de plusieurs paramètres, y compris les caractéristiques géométriques de la section transversale de l'alliance d'acier et les conditions de sécurité. Pour vérifier en même temps le calcul manuel, vous avez ici le moment M critique nécessaire pour calculer le lancement réduit. Je vais vous montrer ça dans la partie déversement. Voici M critique, c'est toute cette relation-là. Vous pouvez appliquer
un calcul manuel ou bien une programmation sur Excel et vous pouvez vérifier la valeur avec Robot. Il faut avoir la même chose. M critique, le moment critique des versements, nécessaire pour que je puisse calculer le lancement réduit. Si vous avez calculé ça, vous pouvez comparer ça par rapport à la valeur qui existe dans la note de calcul, ou bien directement ici. Le plus important, c'est que MDRD égale XILT fois bêta W fois W fois FY sur gamma M1. XILT, c'est un coefficient de réduction. Et voici toute la démarche pour calculer ce paramètre. Et la valeur sur repos, ça existe ici. Bêta W, c'est le module de résistance efficace sur le module de résistance plastique. Nécessaire ici de connaître la classe de la section transversale de la poutre. WPY, c'est le module de résistance à la section plastique. FY, c'est la limite d'élasticité. Vous connaissez l'amiante d'acier F235, donc FY égale 2350 Nm par cm². Et gamma M1 égale à 1,1. Il faut faire attention. Gamma M1 égale à 1,1, c'est un coefficient de sécurité. Dans le robot, par défaut, elle va prendre la valeur égale à 1. Je vais vous montrer ça. Dans le résultat détaillé, vous avez tous les paramètres utilisés par le robot pour vérifier ici. Donc gamma M1 égale à 1 ici. Donc pour modifier ce paramètre-là, je reviens à l'outil préférence de la tâche. Et dans la norme de conception pour les structures en acier aluminium, cliquez sur gamma M1 ici. Copier vers le jeu utilisateur pour que vous pouvez modifier cette valeur-là. Maintenant 1,1, OK. Outil référence de la tâche. Pour la norme de conception, c'est 1. D'accord, modifier. Copier vers le jeu utilisateur. Je peux modifier maintenant. Il s'agit bien de 1,1, entrée et après OK. Je lance le calcul de nouveau et ici je vais vérifier ici dans résultats détaillés, je vais trouver que gamma M1 égale à 1. Maintenant vous avez un résultat pour vrai, mais j'insiste toujours sur la vérification avec le calcul manuel. Vous avez toutes les formules ici et vous pouvez vérifier les valeurs manuelles par rapport aux valeurs trouvées par vous. Vous avez ici MDRD égale 902,14. C'est le moment de résistance de ville de versement qui est égal à toute cette quantité. Calculez paramètre par paramètre et vous pouvez vérifier ça. Mais comme je vous ai dit, le plus important, c'est le calcul manuel. Il nous aide beaucoup à comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire au robot et pour saisir les paramètres correctement. Donc, c'est ça, donc on doit vérifier le diversement pour une poutre soumise à la flexion. Si la flexion elle est vers le haut, c'est-à-dire je vais regarder la partie comprimée là où le risque de diversement existe. Donc, vous avez ici, comme je vous ai dit, la vérification nécessaire pour le diversement. Il faut vérifier que le moment résistant MY inférieur au moment MY engendré par QZ inférieur au moment de résistance vis-à-vis du déversement qui égale à un coefficient de réduction XILT à calculer en utilisant cette formule-là qui dépend de phi-LT et qui dépend aussi de lambda LT bar. Donc on doit calculer M critique, les autres sont des caractéristiques géométriques, physiques et mécaniques, et aussi en fonction du phi-LT qui dépend de lambda LT bar et dépend aussi du facteur d'imperfection généralement égal à 0,21 pour des profilés laminés tels que les IPE 140. Bêta W, comme je vous ai dit, c'est le rapport, et puisqu'il s'agit bien d'un IPE d'une section de classe 1 pour l'IPE 140, mise à section c'est toujours une section de classe 1, donc bêta W, WPIL Y, pour voir le catalogue IPE pour le module de résistance à la friction plastique. FY, c'est la nuance d'acier, gamma M1 égale à 1,1. Calculez ça et vérifiez ça avec le robot. Reste toujours, dans notre cas, le IPE 140 et vérifiez les deux. La condition de résistance à l'état limite dessus,
de la section transversale ainsi que la résistance vis-à-vis le déversement. Donc c'est bon. Mais comme je vous ai dit, on doit vérifier la condition de résistance par rapport les deux charges à la fois et on doit vérifier le déversement par rapport à QZ à l'état limite et Q. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je vais préparer cette vidéo dans le but de vous montrer les différentes démarches à effectuer sur le logiciel robot pour modéliser et pour dimensionner une ferme triée pour un portique à ferme triée. Donc, cette vidéo-là, juste pour vous montrer la modélisation et les démarches pour le dimensionnement uniquement de la ferme triée pour notre portique de stabilité pour une charpente métallique d'un bâtiment, bien sûr, à usage industriel. Donc, je vais prendre des dimensions quelconques juste pour vous montrer comment on va modéliser dans une première étape et par la suite, dans une deuxième étape, le chargement de la ferme et dans une dernière étape, le dimensionnement et comme je vous ai dit, il s'agit bien des éléments, quel que soit le diagonale, le montant, le membre supérieur ou bien le membre inférieur qui constitue la ferme triée, sont tous des éléments qui travaillent uniquement ou bien sollicités uniquement vis-à-vis des efforts axiaux. Et dans ce cas-là, quel que soit, ou bien je peux trouver des éléments qui sont soumis à la compression ou bien des éléments qui sont soumis à la traction. Ce qui m'intéresse, c'est pour la partie compression. Si l'élément est soumis à la compression et il en suit, dans ce cas-là, je dois vérifier sa résistance vis-à-vis le flambement. Et dans ce cas-là, je vais vous montrer dans cette vidéo-là comment on va définir et saisir les paramètres de flambement pour les différentes familles, quels que soient les montants, les diagonales, la membrure inférieure ou bien la membrure supérieure. Donc, dans une première étape, je vais commencer la modélisation d'abord. Donc, je vais travailler directement avec l'école étude d'un trait plan pour éviter d'ajouter des relâchements pour montrer à robot que tous ces éléments-là, ils travaillent à la traction ou bien à la compression, c'est-à-dire qu'ils sont sollicités par les efforts axiaux. Ou bien toutes les barres transférant uniquement les efforts axiaux. Je vais travailler directement et robot connaître que, puisqu'il s'agit bien d'une poutre triée, donc toutes les barres transférant uniquement les efforts axiaux, quel que soit de compression ou bien de traction. Et il faut faire attention, la convention de signe pour robot, c'est l'inverse de la règle. C'est-à-dire, si vous avez un effort négatif, c'est le cas d'une barre soumise à la traction. Positif, c'est pour le cas d'une barre soumise à la compression. Je vais commencer, comme pour n'importe quel projet, je vais commencer par la génération et la création des axes de compression. Donc, je vais commencer par définition des axes. Par rapport à X, c'est l'ouverture de notre portique. Et je vais prendre une ouverture égale à 20 mètres, donc deux espacements de 10 mètres. Pour le Z, la hauteur du montant de rive, je vais mettre 1 mètre et pour cette dimension-là, voici le 1 mètre et je vais prendre ici 2 mètres. Et dans ce cas-là, par rapport au 1 mètre, je vais ajouter un espacement de 1 mètre. Et ici, je vais changer la libellée en valeur. Je vais commencer maintenant par les différentes barres. Et ici, je vais proposer des sections pour les différentes familles. Il s'agit bien d'une double cornière pour tous les éléments. Et je vais commencer par 100 x 10 pour la membrure inférieure. Et avec un espacement entre les deux cornières, c'est finalement l'épaisseur du gosset, 0,8 cm. Existe déjà parce que j'ai déjà fait cette section
dans une autre utilisation. Je vais prendre le 90 fois 9 double cornière pour la membrure supérieure. Toujours 0,8 mm comme épaisseur du gosset. Ici, on va considérer tous les éléments de la fermetrier en double cornière, c'est-à-dire constitués par deux cornières à aile égale, et avec today, avec une gosset dans l'épaisseur égale à 8 mm. Et pour la membrure, pour les diagonales, je vais prendre le double cornière 70 x 7. Et pour les montants intermédiaires, il s'agit bien de double cornière 50 x 5. Et pour le montant intermédiaire, je vais proposer comme section IPE 80. Donc je vais ajouter le double cornière 70 x 7 pour les diagonales. Je vais commencer par les membrures inférieures. Après, montant intermédiaire. Montant de lit, maintenant le montant intermédiaire et la membrure supérieure. J'ai dit que il s'agit bien de double cornière. « 90 x 9, double cornière 90 x 9. Ok, j'ai 4 espacements. Donc je vais sélectionner ces deux barres-là. 4 espacements entre les barres, ça veut dire que j'ai 4 espacements entre les barres, donc j'ai 5 barres. Je vais diviser cette barre en 4. Sans diviser la barre. Et je vais continuer maintenant avec les diagonales, les montants intermédiaires. Double cornière 50 x 5. Et pour les diagonales, il s'agit bien de double cornière 70 x 7. Comme vous avez remarqué, j'ai travaillé sur la moitié de l'affaire et je vais effectuer une copie parmi autres. Et je vais afficher dans attribut barre, je vais afficher la légende par couleur. Et voici la liste des profils scénarios. Pour finir avec le modèle, je vais créer des appuis. Il s'agit bien d'une rotule à gauche, un appui simple à droite. Donc, je vais, pour notre partie, j'ai isolé uniquement la partie supérieure. Il s'agit bien d'une fermetrier. Et je vais modéliser cette ferme-là. Je vais appliquer les charges et après je vais vous montrer les différents cas pour le dimensionnement. Je n'ai pas besoin de ces barres-là. Donc ici, vous pouvez remarquer que je n'ai pas ajouté des montants parce que si vous devez ajouter ici des montants, lorsque je vais générer le calcul, vous allez trouver que l'effort normal dans ces barres-là égale à 0. C'est pour cette raison que j'ai évité de créer des montants dans ces endroits-là. Donc, je vais prendre ici un exemple pour le chargement. P descendant, pour cette combinaison-là, je vais prendre 993,7 kN. Et pour la P descendant, cette valeur-là, à l'état limite bien sûr, puisque le dimensionnement est effectué pour les combinaisons les plus défavorables à l'état limite Kelvin. Donc,
Avant de commencer le chargement, je dois vérifier dans outils préférence de la tâche, bien sûr quoi? Bien sûr l'unité des forces, et modifier ça en décalage. Ainsi que pour la norme de conception, c'est le code pour les dimensionnements du secteur embarrassé. Ce message-là, c'est pour vous rappeler que les paramètres de flambement pour les différentes barres sont déjà affichés par défaut selon le CM66, puisque j'ai modifié la norme. Donc, c'est peut-être là, ou bien cette option-là, elle va considérer le robot, elle va considérer le code pour ces paramètres-là, ce que je cherche. Donc, je vais définir la première charge. Dans quelle charge? Il s'agit bien de P descendant à l'état limite de Q. Ici, le robot, elle va considérer le poids propre de ces éléments-là. Mais dans le calcul ici, j'ai tenir compte dont j'ai déjà le poids propre de la Terre estimé à 10 kN par mètre carré. Danger ici résume quoi? Résume le poids propre de la couverture, le poids propre de la panne et le poids propre de la fermeture. Donc, la ferme, elle va supporter la charge générée par la toiture. Donc, dans ce G-là, j'ai mis le G panne, G couverture plus G ferme estimé à 10 kN par mètre carré. Pour supprimer le poids propre généré automatiquement par le robot, je vais aller à chargement, tableau de chargement. Et je vais supprimer le poids propre généré par le robot. Je vais supprimer. Donc j'ai dit que la valeur égale à 993,7. Et il s'agit bien d'une charge nodale, c'est la réaction de la panne sur la membrane supérieure. Et la valeur, c'est par rapport le repère global, c'est par rapport à Z avec une valeur égale à moins pour indiquer que c'est une charge vers le bas. Ajouter et appliquer sur les pannes intermédiaires. Bien sûr, pour le nœud 3 et le nœud 13, elles vont prendre la moitié de cette charge-là. 993. 993,7 sur c'est 496,85. Et je vais appliquer ça. Je peux afficher les valeurs des forces. Je vais ajouter de la même façon, mais cette fois-ci le T ascendant à l'état limité. La valeur cette fois-ci, d'après l'exemple, c'est moins 397,958. La valeur ici, toujours une charge nodale, mais avec signe plus parce qu'il s'agit bien d'une charge ascendante. Il suffit de cliquer sur le nom. Et pour les pannes de rive, bien sûr, elles vont prendre la moitié de cette charge-là. Et donc, c'est 397,87. C'est pratiquement 1999. Donc c'est ça, voici les charges à l'état limité pour l'ascendante et le descendante et l'ascendante. Je vais lancer le calcul et je peux par la suite bien sûr afficher les efforts normaux dans les barres, quel que soit, pour la charge descendante ou bien pour la charge ascendante. Donc dans le résultat diagramme barre, regardez ici uniquement le Fx qui est affiché et qui est activé parce que ces barres-là travaillent uniquement à les efforts axiaux et donc je peux uniquement afficher les efforts normaux et dans paramètres je vais modifier les paramètres d'affichage. Et regardez ici les efforts internes
les efforts altèrent dans les différentes barres en termes des efforts de compression ou bien de traction. Négatif, c'est compression, positif, c'est la valeur de la traction. Pour le P ascendant, ou bien pour le P descendant. Ok? C'est pour le calcul manuel si vous voulez effectuer un calcul manuel pour dimensionner n'importe quel élément de la Terre. Mais je vais vous montrer maintenant comment on va effectuer ça sur vous. Je vais créer d'abord des familles pour les différents éléments nouveaux. Pour la première famille, je vais nommer ça membrure supérieure. Et pour la liste des pièces, c'est cet élément-là et cet élément. Pour la deuxième famille, c'est la membrure inférieure. Pour la liste des éléments, cet élément-là, avec le contrôle pour sélectionner les deux, enregistrer. Troisième famille, je vais prendre les montants intermédiaires. Les montants intermédiaires. Et pour la liste, je vais sélectionner bien sûr les montants intermédiaires. Parce que les montants intermédiaires et les montants de risque ne sont pas de la même nature de la section. Et le montant de risque. Non. Nouvelle. Oui. Montant de risque. Et pour la liste, cet élément-là. Pour la cinquième famille, ce sont des diagonales. Et je vais sélectionner les barres inclinées. Enregistre. Comme ça, j'ai créé 5 familles. Diagonale, membrure inférieure, membrure supérieure, montant intermédiaire et montant de risque. Donc ici, je vais chercher le montant intermédiaire. Montant de risque et les diagonales. Okay. Donc pour les montants intermédiaires, c'est quoi? Pour la liste, je vais vérifier ça. Ça fait 6, 7, 6, 7, 15 et 16. Le 3, non. C'est quoi le 3? Oui, c'est ça, c'est le 3. C'est cet élément-là. J'ai bien créé toutes les familles. Avant de commencer le dimensionnement, je dois définir les paramètres de flambement pour chaque barre. Je vais commencer par la membrure supérieure. Donc, si la barre elle est soumise à la traction, elle va vérifier directement la résistance de la section transversale. Elle va vérifier que l'épaule normale inférieure à l'épaule normale limite. Si il s'agit bien d'une barre soumise à la compression, dans ce cas-là, vous devez vérifier, et robot, elle va vérifier aussi sa résistance vis-à-vis du flambement. Donc, pour bien expliquer les coefficients de flambement pour la membrure supérieure, je vais utiliser ce document-là. Qu'est-ce qu'il dit? Ce document-là définit les coefficients de flambement pour les différents éléments de la fer métrier dans le plan de l'affaire et hors plan de l'affaire. Donc, dans le plan de l'affaire, pour le flambement dans le plan de l'affaire, et pour une double cornière, le flambement dans le plan de l'affaire, c'est le flambement par rapport à YY. Dans ce cas-là, la longueur de flambement égale à L0 fois sa longueur. Égale à L0, 0,9 fois L0. La longueur de flambement pour la membrure supérieure LKY égale 0,9 fois la longueur L0. Et L0 pour la membrure supérieure, c'est déjà l'espacement entre les barres. Mais dans la modélisation, j'ai créé un seul barre. Donc, l'espacement entre les barres, ça fait 1 sur 4 la longueur de ce élément-là.
faut diviser sur 4 cet élément-là pour avoir le L0 indiqué dans ce document-là. C'est l'espacement entre les pannes déjà. Donc, je reviens ici, je vais mettre 0,9 d'abord par rapport à Y. Et au lieu d'avoir un coefficient égal à 1, tenir compte de toute la longueur, je vais prendre le 0,5 et le 0,25 pour premier robot. Elle va calculer ça. Elle va déterminer la longueur de flambement, c'est 0,9 fois 0,25 fois la longueur totale de la barre. Donc finalement, ça fait 0,9 fois cette dimension-là qui est égale l'espacement entre les barres. Pour le flambement par rapport à Z, ça dépend de la conception des poutres au vent. Et je vais prendre le cas où j'ai deux poutres au vent, j'ai une seule poutre au vent, chaque deux espacements entre les barres. Donc la longueur de flambement LKZ, pour notre cas, c'est le flambement dans le plan latéral. Dans le plan latéral de la Terre, c'est le flambement par rapport à Z pour notre cas. Donc LKZ avec cette conception-là égale 2 fois l'espacement entre les pas. Donc je reviens pour mettre ça à 0 robot. Je vais prendre d'abord un coefficient égal à 0,25, c'est-à-dire le robot, elle va considérer comme L0 le 0,25 fois la longueur totale. Et donc finalement, c'est le 1 sur 4 de cette base-là. Et puisque je vais considérer 2 fois L0 comme longueur de flambement par rapport à Z, je vais mettre 2 ici. Donc 2 fois 0,25 fois L, ça fait cette valeur-là. Toujours L0 pour la membrane supérieure, c'est l'espacement entre les parts. Et l'espacement entre les parts pour notre cas, c'est le 1 quart de la longueur totale. Si je vais créer des éléments pour entre chaque deux nœuds, comme ce cas-là, entre le nœud 3 et le 8, je vais prendre uniquement un coefficient égal à 1 ici parce que j'ai la longueur de la barre déjà égale l'espacement entre les parts. Pourquoi j'ai mis donc 0,9? Parce que d'après ce document-là, je vais prendre 0,9 fois L0 comme longueur de flambement LKY. L0, c'est cette dimension-là, c'est cette distance-là, c'est cette longueur-là de la ferme, de la membrane supérieure. Pour notre cas, puisque j'ai tracé toute une barre entre le nœud 3 et le nœud 4, le L0, déjà, c'est le 1 quart de la longueur de cette barre-là. Pour cette raison, j'ai mis 0,25 ici. Pour le LKZ, j'ai choisi cette conception-là, et la barre, elle va flamber sur 2 fois l'espacement entre les deux. Donc, je vais mettre ici 2, et toujours 0,25 pour le L0. Je ne vais pas vérifier, bien sûr, les événements pour les barres soumis à la compression. Je ne vais pas vérifier la flèche. Et dans les ici, je vais prendre comme si elles sont soumises à des efforts inter-uniformes. Enregistrer. Et je vais appliquer ces paramètres-là pour la membrane, pour les deux membranes supérieures. Pour la membrane inférieure, kiff par rapport pour le membrane inférieure, pour le flambement dans le plan de la pièce, le LKY égale 0,9 fois L0. L0, c'est cet élément-là ou bien cet élément-là. Je vais prendre le cas le plus défavorable, c'est la distance entre le nœud 5 et le nœud 7. C'est le L0 pour notre cas. Donc, donc là, c'est un nouveau fichier pour la membrane inférieure. « 0,9 » et vous avez ici la distance entre 5 et 7, c'est 2 fois la distance entre 1 et 5. Donc, comme si je vais diviser la base sur 4 et je vais prendre la moitié. Donc, c'est 0,5. Cette dimension-là, la distance entre 5 et 7 égale 0,5 de la longueur totale de cette barre-là. Donc, elle va flamber sur... C'est la longueur de flambement la plus défavorable. Donc, la barre, longueur la plus défavorable pour le flambement, elle va flamber sur toute 0,9 de cette distance-là. Et le 0,9 de cette distance-là, c'est 0,9 fois la moitié de la longueur totale de cette barre. Ou bien, notre méthode, je vais cocher sur réel et je vais utiliser outil cotation
pour mesurer la distance, cette distance-là à quoi est égale 5 mètres. Donc, puisque la longueur de flambement égale 0,9 fois L0, donc je vais mettre ici le 0,9 et je vais taper ici la longueur exacte de la barre qui est égale à 5 mètres. Donc, robot, elle va prendre 0,9 fois 5 comme longueur de flambement. C'est correct. La même chose pour le flambement par rapport à Z. Qu'est-ce qu'il dit le document? Ça dépend de l'emplacement des ciseaux. Et je vais prendre ici, dans notre cas, un ciseau ici, ciseau ici, ciseau ici et ciseau ici sont des poutres triées qui relient les deux, la membrure supérieure à la membrure inférieure. Et je vais prendre un ici, et comme une longueur de flambement réel, c'est le 5 mètres. Toute cette barre, elle va flamber par rapport à elle. Je vais enregistrer ça et je vais appliquer ça pour les deux membrures inférieures. Donc, un seul fichier doit être créé pour les diagonales et les montants. Pour le LKY, pour les montants et les diagonales, c'est 0,8 fois L0, et L0, c'est la longueur de l'élément. C'est plus simple que la membrure inférieure et la membrure supérieure. Donc, je vais considérer la longueur totale de l'élément, donc un coefficient égal à 1 fois la longueur. Et pour le flambement par rapport à Y, ça fait 0,8 L0. Et le flambement par rapport à Z, ça fait L0. Donc, un coefficient de flambement égal à 1. Et je vais appliquer ça pour les montants de riz, les montants intermédiaires, les diagonales. C'est l'étape la plus importante pour la modélisation. Il faut bien comprendre comment on a défini les coefficients de flambement. La méthode sur robot, on va travailler avec les coefficients de barre acier aluminium et on doit créer des fenêtres pour chaque élément. Mais le plus important, c'est comment j'ai choisi et j'ai fixé les paramètres de flambement par rapport à Y et par rapport à Z pour chaque élément de la ferme. Comme je vous ai dit, pour LKY, le flambement dans le plan de la ferme, donné directement dans ce document-là, directement ici, mais pour le flambement dans le plan latéral de la ferme, ça dépend de la conception. Les poutres vont pour la membrure supérieure, les ciseaux pour la membrure inférieure. Pour la vérification, je vais effectuer une vérification par famille et je vais vérifier toutes les familles par rapport à la combinaison, bien sûr par rapport aux décharges 1 et 2, et je vais lancer le calcul. Et donc là, elle va afficher le résultat. Dans ce cas-là, toutes les sections proposées vérifient toutes les conditions. Donc, juste, il faut faire attention juste dans la partie dimensionnement parce que c'est la partie la plus importante. Et comme je vous ai dit, le résultat dépend essentiellement des longueurs de flambement, surtout comme les éléments qui sont soumis à la compression. Donc il faut faire attention dans cette partie-là. Et je vous remercie pour votre attention. Bonsoir. La vidéo d'aujourd'hui porte essentiellement sur les différentes démarches à effectuer sur robot pour bien sûr modéliser et dimensionner tous les éléments d'un portique de stabilité avec une ferme triée constituée par des éléments en double cornière ainsi qu'un poteau en profilé avec la unité. Donc je vais commencer toujours par la modélisation, le chargement, la génération des combinaisons de charge et le dimensionnement. Et bien sûr, j'insiste toujours sur la partie coefficient de flambement pour les différents éléments.
Dans une ancienne vidéo, je vous ai montré toutes les étapes qu'on a effectuées pour dimensionner tous les éléments de la ferme pour un portique à faire métrier, ainsi que les coefficients de flux lendemain pour chaque famille ou bien pour chaque élément. Aujourd'hui, l'ensemble va être modélisé sur robot avec une partie qui porte sur la modélisation des poteaux. Donc toujours, puisqu'il s'agit bien d'une modélisation en 2D, je vais travailler avec le portique. Donc j'ai cliqué sur étude d'un portique plan et pour commencer un nouveau projet. Avant de commencer la modélisation, je vais vérifier d'abord les normes de conception. Si je reviens ici, le cours du charpente métallique, on va dimensionner tous les éléments de la structure en se basant sur la norme de le code 3. Plusieurs chapitres ou bien plusieurs parties dans le code 3 pour les constructions d'une façon générale métallique. La norme française 1993-1, c'est la partie pour l'étude des bâtiments en charpente métallique, que ce soit les fermes métalliques ou bien les bâtiments classiques à usage d'habitation. Donc, que ce soit s'il s'agit bien d'un bâtiment industriel ou bien d'un bâtiment d'un dépôt de stockage ou bien d'un immeuble en charpente métallique à usage d'habitation, c'est cette norme-là, le code, la norme française 1993-1, c'est la partie pour l'étude et le dimensionnement, et c'est les règles générales pour les bâtiments en charpente métallique. Les autres sont pour d'autres types de projets. Donc, je reviens au robot et je vais aller à outils préférence de la tâche et dans norme de conception pour les structures en acier aluminium, c'est la norme française 1993-1 qui est pour l'assemblage, c'est la même chose. Et pour les pondérations, pour la génération des combinaisons de charges, donc c'est la norme française modifiée en décembre 2011. Lorsque je vais cliquer sur OK, bien sûr, ici les paramètres pour les barres, tels que les paramètres de formement, de déversement et tous les paramètres nécessaires pour le dimensionnement et les différentes vérifications pour chaque élément, elles sont définies par défaut selon l'ancienne norme CM66. Donc, elles seront modifiées vers la norme française 1993-1, c'est le code 3. Donc, avant de finir avec cette partie-là, n'oubliez pas toujours de modifier ici pour simplifier la génération de charges, la force en décalé. Je vais commencer maintenant par la génération des lignes de construction, bien définition des axes. Paramétriser et importer les stabilités d'ouverture d'un mètre symétrique. Donc je vais créer des espacements égaux de 10 mètres. Par rapport à Z, la hauteur des poteaux égale à 8 mètres. Et la hauteur des montants intermédiaires égale à 1 mètre. Ainsi que la hauteur totale de la construction égale à 10 mètres. Donc je vais ajouter un espacement de 1 mètre. Et je vais changer la libellé en valeur. Il s'agit bien, comme une section choisie juste pour la modélisation. Après, on va vérifier ça. Pour les poteaux, il s'agit bien d'un IPE 270. Donc, je vais chercher dans Standard la famille IPE et le profilé IPE 270. Pour le poteau. Pour le pied poteau, il s'agit bien d'un pied poteau articulé. Donc, la rotule comme un appui extérieur pour notre construction. Pour la membrure inférieure, il s'agit bien d'une double cornière 100 x 10. Et ces résultats-là, pour tous les éléments de la ferme, tous les éléments ont été dimensionnés avec robot dans l'ancienne vidéo avec un modèle simple de la ferme uniquement. Donc, composé
double cornière. La distance D, ici c'est l'épaisseur du gosset. Je vais réaliser la membrure inférieure avec double cornière, assemblée entre eux à travers une gosset, l'épaisseur 0,8 cm ou bien 8 mm. Et il s'agit bien d'une de double cornière 100 x 10 pour la membrure inférieure. Pour la membrure supérieure 80 x 8, « 70 x 7 pour les diagonales et 50 x 5 pour les montants. Donc je vais commencer par la membrure inférieure, 100 x 10. La membrure supérieure, 80 x 8. Le montant intermédiaire, il s'agit bien d'un IPE 100. Montant du livre. J'ai 4 espacements et 5 pannes. Je vais diviser cette barre-là en 4 parties égaux, sans diviser une barre. Je peux ajouter maintenant, il s'agit bien d'une ferme en V, triée en V, et je vais ajouter les montants intermédiaires, il s'agit bien de double cornière 50 x 5, à L égale. Pour les diagonales, 70 x 7. Et comme je vous ai dit, pour le montant du livre, il s'agit bien d'un IPE. Donc, pour la liaison entre membrure inférieure poteau et membrure supérieure montant, il s'agit bien d'une articulation. Donc, je vais ajouter un relâchement à ce niveau-là. Je vais cliquer sur définition de la structure, relâchement. J'ai dit qu'il s'agit bien d'une articulation. Je vais mettre la flèche devant articuler à gauche, encastrer à droite, et je vais cliquer sur ce barre-là. Et avec cette méthode-là, j'ai créé 2 relâchements à ce niveau-là, et je suis sûr qu'il s'agit bien d'une articulation. Et donc la liaison entre membrure supérieure et l'autre élément, membrure inférieure et membrure supérieure avec les éléments verticaux, gauche à gauche, il s'agit bien d'une articulation. Vous savez que tous les éléments de la ferme travaillent et transférant uniquement les efforts axiaux, qu'ils soient de compression ou bien de traction. De même, je vais obliger aux barres de la ferme de transférer uniquement les efforts axiaux. Donc, tous les éléments de la ferme travaillent transférant uniquement les efforts axiaux. Je vais cliquer ici sur barre de trier traction compression et les barres que je vais sélectionner vont transférant uniquement les efforts axiaux, qu'ils soient de compression ou bien de traction. Et je vais cliquer sur les diagonales intermédiaires, les montants intermédiaires et les montants de. Pour les potelets, et vous savez que pour une charpente métallique, il existe des potelets pour la passe pignon avant et la passe pignon arrière. Son rôle essentiel, c'est de transmettre la charge du vent vers les nœuds et par la suite vers les poutres au vent pour stabiliser la structure vis-à-vis le vent longitudinal. Et je vais créer 2 potelets à ce niveau. Je vais translater ces 2 nœuds-là vers le bas avec une hauteur égale à la hauteur des poutres, avec une distance qui est égale à la hauteur des poutres. Et je vais ajouter 2 barres d'un IPE 180, c'est pour les 2 potelets, avec un appui reculé en bas.
Puisque les IPE ils sont caractérisés par une forte inertie par rapport à Y et une très faible inertie par rapport à Z, donc je vais faire tourner les diagonales, les potelets d'un angle égal à 80 parce que ces barres-là travaillent comme étant des poutres et ils sont soumises à une charge répartie et c'est l'action du vent appliquée sur la petite face ou bien sur la face pivot. Pour faire tourner ces barres-là, je vais utiliser angle gamma. Et je vais faire tourner les barres d'un angle égal à 90. Comme ça, l'inertie qui va participer pour la résistance, c'est l'inertie par rapport à Y. De même, pour la membrane supérieure, les ailes c'est vers le haut, qui joue le rôle d'un appui pour les pattes. Donc je vais faire tourner la membrane supérieure d'un angle égal à 180. Regardez maintenant la disposition de la résistance. Et la panne, elle va appuyer directement sur la partie supérieure ou bien sur les deux ailes de la membrure supérieure. Et maintenant, puisque j'ai travaillé sur la moitié, je peux effectuer une copie par miroir pour finir avec la modélisation de notre portée. Mais, comme je vous ai dit, ces potelets-là, son rôle uniquement, c'est de supporter l'action du vent appliquée sur cette face-là, la face pignon. Donc, je vais libérer au niveau des nœuds 6 et le nœud 8. Je vais libérer le déplacement par rapport à X. Je vais afficher ici le repère local, le déplacement par rapport à X et la rotation par rapport à Y pour obliger ces barres-là de supporter uniquement l'action du vent qui frappe la face pignon et de négliger les charges descendantes telles que les charges permanentes ou la charge d'entretien. Donc ces barres-là, je vais faire tourner ces barres, j'ai fait tourner ces barres-là d'un angle de 90 parce qu'elles sont soumises à la flexion par rapport à l'axe ici par rapport à l'axe X et donc pour minimiser la section des potelets, j'ai fait tourner la barre d'un angle de 90 pour que Y c'est L qui participe dans la résistance de la barre. Et pour éviter que cette barre-là soit sollicitée par les charges descendantes, je vais créer un relâchement ici, à ce niveau-là, pour éliminer ou bien pour relâcher le déplacement par rapport à X, le déplacement vertical de cette barre-là, et comme ça, elle va rien supporter comme charge ascendante. J'arrive toujours, je reviens ici dans relâchement, et je vais créer un nouveau relâchement qui s'appelle potelet CR. Dans l'origine, je ne vais rien relâcher, et dans l'extrémité, je vais relâcher le X, le déplacement vertical, et le RY, la rotation par rapport à l'axe Y. Avec cette méthode-là, le potelet, elle va supporter uniquement la charge du vent qui frappe la petite face de notre charpente métallique. À l'échelle réelle, c'est-à-dire sur chantier, elles vont réaliser ici un assemblage avec un trou au blanc, c'est pour libérer le déplacement vertical ainsi que la rotation par rapport à lui. Puisque j'ai fini avec la moitié de notre portique, je vais effectuer une copie par miroir pour avoir l'ensemble qui représente notre portique du CLD. Le plus important ici, c'est que toutes les conditions qui ont été ajoutées sur la moitié gauche, elle sera automatiquement copiée pour la partie droite. Pour la modélisation suivante, je vais commencer le chargement. Et bien sûr, pour le chargement, je vais générer l'action du vent comme une action variable et une première charge à appliquer pour notre TQ. Il s'agit bien d'un bâtiment sans acrotère, avec une profondeur égale à 60 mètres, un trax entre les portiques égale à 6 mètres, et je vais considérer uniquement l'action du vent. Et dans paramètres, vous avez un vent 2, juste un exemple traité, et une altitude de la construction égale à 10 mètres. Site normal, pression normale, et une pression dynamique de base
Pour la région 2 et les suites normales, je vais regarder le cours. Région 2, c'est 70. Plus 10 égale 70, ça fait 10 kN par mètre carré. Aucune action spécifique. Et vous avez ici, là, on va accumuler le vent comme dans une pression constante appliquée sur les parois verticales ainsi que les versants. Pour la neige, ici, désactivée parce que j'ai coché uniquement le vent, on va considérer uniquement l'action du vent. Et la perméabilité, on va considérer que notre construction est fermée, sinon vous pouvez afficher, ou bien taper ici la valeur de la perméabilité pour chaque paroi. Pignon gauche, pignon droite, avant, pignon avant et pignon arrière. Et je vais générer l'action du vent. Vous avez vent gauche-droite, droite-gauche et avant-arrière, sur pression et dépression. À part de ces charges-là aussi, j'ai les charges permanentes. Et je vais nommer comme charge permanente, toutes les charges permanentes, c'est le poids propre de tous les éléments de la structure. Poids propre de la structure. Pour le poids propre de la structure, bien sûr, je vais appliquer le poids des éléments qui existent dans notre modèle de T, ainsi que les autres éléments de remplissage, panne et couverture. Pour les pannes et les couvertures, les charges seront calculées et je vais appliquer ça pour les membres sur les membres supérieurs en tant que charge répartie par mètre linéaire. Comment je vais déterminer cette valeur-là? Vous avez par exemple une couverture qui pèse 7 mécanitons par mètre carré, donc la charge répartie c'est 7 fois l'amplax entre les portiques, puisqu'on traite le portique le plus sollicité, c'est le portique intermédiaire. Poids propre de la panne égale à 6, par exemple, donc 6 multiplié par 6 pour avoir la charge répartie sur la membrane supérieure. Donc, supposons que pour les pannes, il s'agit bien d'un IPE 120, donc outil base de profilé, et je vais chercher le poids d'un mètre linéaire d'un IPE 120. Son poids égale à 10,4. 10,4 sur l'espacement, c'est le poids par mètre linéaire, multiplié par 6 pour avoir la charge répartie sur la membrane supérieure. Donc, le poids d'un mètre linéaire d'une panne IPE 120 égale 10,4. Et vous avez ici une traverse de longueur 10 mètres. 10 sur 4, ça fait 2,4. Donc, 10,4, le poids d'un mètre linéaire d'une panne IPE 120 sur 2,5, l'espacement entre les pannes, multiplié par 6 mètres, l'amplax entre les portiques, c'est la charge répartie appliquée sur la membrane supérieure. Plus la couverture qui est égale à 7 mécanitons par mètre carré, multiplié par 6 pour avoir la charge permanente totale. Donc, la valeur, donc 10,4 c'est le poids d'un mètre linéaire d'un IPE 120 sur 2,5 c'est le poids par mètre carré, multiplié par 6. C'est le poids propre des pannes, ou bien c'est la charge appliquée par les pannes sur la membrane supérieure, 24, c'est pratiquement 25 mécanitons. Maintenant, 7, c'est le poids d'un mètre carré d'un panneau en bac acier, multiplié par 6 pour la charge par mètre linéaire. 42, donc plus 25, ça fait 67, c'est la charge permanente totale appliquée sur, engendrée ou générée par couverture plus panne appliquée sur la membrane supérieure. Moins 67. Pour la charge d'entretien, bien sûr, il s'agit bien d'une charge d'exploitation. Et la valeur, c'est 25 mécanitons par mètre carré. 25 fois 6, ça fait moins 150 mécanitons par mètre carré.
vous avez ici toutes les charges appliquées, l'action du vent, la charge d'entretien et le poids des différents éléments de la structure. Donc, le robot, elle va calculer automatiquement le poids propre des éléments qui existent dans notre modèle et j'ai ajouté ici le poids propre des la charge permanente engendrée par ou bien le poids propre des pannes plus la couverture. Je vais générer maintenant les combinaisons automatiquement, donc chargement combinaison automatique. Je vais générer des combinaisons complètes et je vais générer des combinaisons avec une ligne et avec une vérifiez ici que toutes les charges ont été sélectionnées et il faut faire attention ici pour le vent. Vous avez ou bien un vent normal ou bien un vent extrême. Ça dépend de la pression du vent. Pour notre cas, la pression ou bien le type, elle est normale. Donc, selon le code 3, elles vont majorer cette valeur-là par 1,2. Je vais sélectionner le vent ici et le coefficient ici, je vais changer de 1 vers 1,2. Si il s'agit bien d'un vent extrême, vous n'avez rien effectué comme modification. Groupe permanente avec A, l'exploitation O et le vent O exclusif. Okay? Pour les relations G permanente A, exploitation O et vent et le O exclusif. Okay? Et je vais générer le combinaison. Et toutes les combinaisons ont été générées. Pour afficher toutes les combinaisons de charge, je vais aller à chargement, tableau de combinaisons. Vous avez ici toutes les combinaisons possibles générées par le logiciel robot. Pour afficher ces combinaisons-là ici, je vais sélectionner tout et je vais cliquer sur le bouton droit, transformer combinaison en combinaison. Et maintenant, toutes les combinaisons s'affichent ici. La dernière étape de notre modèle, c'est de dimensionner, comme je vous ai dit, uniquement les poteaux. Je vais aller à dimensionnement des barres acier aluminium. Et la première étape à réaliser, c'est de modifier les paramètres de flambement pour notre poteau. Je vais créer une nouvelle fiche pour les poteaux. Ok. Donc, pour le flambement, bien sûr, je vais considérer la longueur totale du poteau. Elle va flamber sur toute sa longueur par rapport à Y et par rapport à Z, donc un coefficient égal à 1. Pour le flambement par rapport à YY, il s'agit bien d'un poteau articulé en bas et non contreventé dans le sens transversal, donc ce nœud-là, je vais le considérer le calcul favorable comme étant un nœud libre qui se déplace. Donc une valeur estimée égale à 2 pour le cas articulé libre. Pour bien saisir ou bien pour saisir la valeur exacte, il faut effectuer un calcul nominal en fonction de la rigidité de sortie. Pour le flambement par rapport à Z, vous avez un poteau articulé. Donc articulé par rapport à Y, mais je vais le considérer comme étant encastré par rapport à Z, par rapport à Y articulé par rapport à Z encastré, parce qu'il ne se déplace pas, il ne peut pas effectuer une rotation, parce que les deux boulons sont dans le sens longitudinal. Et vous avez ici un contreventement pour le couloir centré, donc je vais considérer que ce nœud-là, pour le flambement par rapport à Z, est nœud fixe. Donc la valeur du coefficient de flambement encastré, sans translation, et la valeur égale à 0,5 parce que j'ai assimilé les deux liaisons comme étant encastré. Pour le paramètre de charge, donc un moment uniforme ou bien variable pour les deux.
Bien sûr, à l'état limite service, je vais vérifier le déplacement par rapport à x qui ne dépasse pas le h sur 150. Une autre remarque, je vais effectuer maintenant un dimensionnement en se basant sur la vérification sur le flambement, mais il faut après aussi vérifier le déversement encore une fois. Donc je vais vérifier flambement et après le déversement. Cette fiche-là, ou bien ces paramètres-là, je vais l'appliquer pour les deux poteaux considérés. Et à l'état limite du le dimensionnement, et je vais cocher uniquement le 9, et qui rassemble toutes les combinaisons à l'état limite du générées automatiquement par le robot. Et je vais vérifier les deux pièces, poteau numéro 1 et le poteau numéro 2. Je lance le calcul élément fini, et après je lance le calcul. Donc pour les deux poteaux, un IPE de 170 est largement suffisant, ou bien 220. 220 est largement suffisant pour la stabilité vis-à-vis le flambement. Et vous avez ici toute la note du calcul détaillée. Vous avez donc l'élément le plus sollicité pour les poteaux, c'est la barre numéro 1, et voici la combinaison la plus défavorable. Voici la combinaison la plus défavorable. Donc la même chose à effectuer après, il faut juste désactiver le flambement et activer le déversement pour effectuer la deuxième vérification. Les poteaux sont des éléments qui sont soumis à la friction composée, donc je dois vérifier la résistance de la section transversale, sa résistance vis-à-vis du flambement et vis-à-vis le déversement. Le plus important pour moi, c'est le point de départ pour le calcul manuel. Donc vous avez ici un IPE de 120 qui vérifie la condition de stabilité de la barre bien des poteaux vis-à-vis du flambement. Et vous pouvez, pour confirmer le résultat, vous pouvez vérifier ça manuellement. Par rapport à quelle combinaison? C'est par rapport à la combinaison numéro 18. Donc, voici le résultat robot, mais pour afficher les diagrammes des étoiles internes, il faut mettre ici la combinaison 18 à l'état limite du plus et afficher les résultats des grands barres en termes de moment. En termes d'effort tranchant et de l'effort manuel. Donc vous avez ici la combinaison la plus défavorable. Vous pouvez afficher le diagramme des efforts internes, NMT, pour effectuer un calcul manuel et pour vérifier le poteau vis-à-vis du flambement et pour comparer les résultats par rapport au robot. Pour une deuxième vérification, l'IPE de 120 pour les deux, elle est largement, elle vérifie les conditions de résistance à l'état limite, c'est-à-dire ici IPE 220 pour les poteaux, elle vérifie la stabilité vis-à-vis le flambement. Je reviens à la fiche et je rajoute la deuxième vérification nécessaire, c'est le déversement. Et ici, vous avez ici, pour l'aile supérieure et inférieure, il faut taper ici la valeur de Kz, qui est égale à 0,5. Il faut mettre ici le Kz. IPE de 120, c'est insuffisant. Et je vais chercher IPE de 140 pour la première, pour le premier poteau. Et ici, IPE de 170. Donc, pour les deux poteaux, je vais changer la section en IPE de 170. Et je vais effectuer de nouveau toutes les vérifications nécessaires.
pour les deux photos, les deux pièces, et vérifier. Pour le poteau numéro 1, c'est la combinaison 18, pour le poteau numéro 2, c'est la combinaison 35 qui N pour découvrir. Donc, un IPE 270, c'est l'élément, c'est la section qui vérifie les deux conditions, à l'état limite et à l'état limite pour la vérification de la section transversale, contrôle de la section, et de la stabilité vis-à-vis du fondement et vis-à-vis du déversement. Une dernière vérification pour s'assurer de ce résultat-là, je vais ajouter la vérification à l'état limite service 12 par rapport à la combinaison 12. Et je vais annoncer le calcul. Un IPE de 170 elle est insuffisante parce que le déplacement de cette photo est non vérifié. Elle dépasse. Ah, ok. Ici, c'est très grande. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois. Ici, regardez pourquoi j'ai dit que. Lorsque je. Maintenant, le robot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va effectuer la vérification à l'état limite déjà vérifié pour le IPE de 170. Le problème, c'est au niveau de la vérification à l'état limite service. La valeur est vers l'infini ici parce que vous avez un poteau qui n'est pas libre ici, qui n'est pas attaché ici. Donc, je vais changer l'appui en bas vers un appui encastré. Donc, le IPE 270 vérifie toutes les conditions à l'état limite. Le problème, c'est un problème de déplacement tel poteau. La valeur étant vers l'infini parce que vous avez un poteau non stable. J'ai modifié ici l'appui en bas, encastré cette fois-ci pour les poteaux. Pour les poteaux, je ne pense pas qu'il y a un problème. Et je relance le calcul de nouveau. Ça reste toujours insuffisant pour le IPE de 170 parce que vous avez un déplacement qui égale 7 cm par rapport à 5,3 qui est égal le L sur 150, c'est insuffisant. C'est 3 fois plus grand que la valeur limite du déplacement de cette poteau. Donc c'est un IPE 360 qui vérifie maintenant la condition de la fiche. Je modifie les deux profilés, IPE 360, et je vais vérifier encore une dernière fois si c'est le IPE 360, il vérifie toutes les conditions à l'état limite et à l'état limite service. Je lance le calcul global de la structure et je vais lancer le calcul ici pour vérifier. Bien anglais, je pense. C'est 5,7. C'est toujours. Ah, ok, j'ai compris. C'est toujours un problème de déplacement vertical, déplacement horizontal. 5,7 dépasse le 5,3. Donc, je vais chercher un profilé plus important. IPE toujours. Ça vérifie. Donc maintenant, l'IPE 400 vérifie toutes les conditions à l'état limite, contrôle de la distance de la section transversale, stabilité, les instabilités élastiques telles que le flambement et le déplacement, et aussi le déplacement tête poteau. Ici, c'est 4 inférieur à 5,3 qui représente la valeur limite. Donc, j'ai modélisé la structure, j'ai saisi et préparé la fiche pour les différents paramètres pour le poteau. On doit vérifier la stabilité du poteau à l'état limite et à l'état limite service. Pour l'état limite, 3 vérifications nécessaires: résistance de la section transversale, flambement et déversement. Il faut faire attention ici pour les paramètres saisis. Et à l'état limite service, il faut vérifier que le déplacement de cette poteau ne dépasse pas le H, la hauteur du poteau, sur 150. Donc, 360
vérifie toutes les conditions à l'état limite du cube avec le 270, mais le problème reste toujours un problème de rigidité. Donc c'est pour cette raison j'ai changé l'appui en bas en encastrement pour minimiser le déplacement horizontal pour le poteau et j'ai augmenté la section pour que cette condition soit vérifiée. Et maintenant le profilé qui vérifie toutes les conditions, quel que soit à l'état limite du cube et à l'état limite surface, c'est le profilé HE IPE 200 400. C'est ça. Donc voici les différentes. Pourquoi j'ai effectué toutes ces vérifications-là avec la BTV et l'état limite du cube? Parce qu'il s'agit bien d'un élément qui est soumis à la flexion composée. Donc on doit vérifier la distance de la section transversale, sa stabilité vis-à-vis du flambement et vis-à-vis de déversement. À l'état limite du cube, pour un élément vertical, il faut vérifier le déplacement tête-poutre. Hein. S'il s'agit bien d'une poutre, on a vérifié l'autre fois, la flèche ne dépasse pas la flèche limite. Et dans la norme, vous avez les différentes valeurs des déplacements limites et des flèches limites. Je vous remercie.